Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. On est ensemble pour le 10h midi, comme tous les jours. Nous sommes le lundi 29 mars et nous allons commenter l'actualité avec aujourd'hui Mehdi Ouraoui. Bonjour. Essayiste, spécialiste du discours politique. François Monboise, président de la FEVAD. Jean-Claude Beaujour. Bonjour, avocat, vice-président de France Amérique. Bonjour. Et Sophie de Menton, qui ne devrait pas tarder à arriver. Elle est en vélo, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Normalement, elle n'a pas d'excuses. À Paris, en vélo, ça roule. Macron a-t-il raison de tenir tête aux médecins qui s'alarment? La question est jusqu'où va-t-il pouvoir tenir avec cette tribune des médecins hier dans le journal du dimanche qui en appelle à des prises de décision plus fortes. Les écoles encore ouvertes, ça rentre dans ce sujet. Et puis évidemment, les propos d'Audrey Pulvar à propos des réunions racisées interdites aux Blancs, ou en tout cas s'ils viennent, qu'ils se taisent. On va en reparler avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Claude, on va commencer avec vous. Oui, il y a eu le SIDAction ce week-end. Près de 4,5 millions, espérons jusqu'à 5 millions, ont été ou pourront être récupérés pour la lutte contre le sida. Vous savez que c'est important parce qu'on a oublié à la fois le sida en France. L'épidémie du Covid nous a fait oublier le sida, et puis le sida dans le monde, puisqu'il y a encore 30 millions de gens qui sont infectés, 12 millions qui attendent un traitement. Donc oui, c'est un coup de cœur pour pouvoir dire, n'oublions pas tous les autres, n'oublions pas tous ceux et celles qui sont victimes de maladies moins connues. Voilà, il faut pas qu'on en arrive. Et là, je sais qu'il y a cette tribune, mais voyez-vous, on dit, est-ce qu'on va devoir trier? Aujourd'hui, en réalité, dans le monde, nous trions déjà les malades, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de tas de maladies, par milliers, par centaines de milliers, et nous ne sommes pas suffisamment attentifs au choléra, nous ne sommes pas suffisamment attentifs à un certain nombre de maladies sur notre planète, et là il faut que nous soyons capables nous-mêmes de revenir à une certaine forme d'humanité, parce qu'en plus, vous savez, pendant très longtemps on s'est dit, nous en France on est bien, on voit bien avec une pandémie comme celle-là qui ne suffit pas, c'est encore pire, parce qu'évidemment humainement ça n'était pas acceptable comme discours, mais on voit bien qu'avec cette pandémie, nous dépendons des autres. Donc l'équilibre des autres dépend aussi de nous. Et là-dessus, nous devons faire un effort. Mais il faut aussi avoir les moyens. C'est aussi une question de moyens, où que ce soit dans le monde. Vous avez raison, mais attention. Vous voyez, par exemple, on a dit le quoi qu'il en coûte. Je pense que, bien sûr, la question d'argent est importante. Vous savez, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le fait de dire aux autres que nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe. Nous pouvons, avec des moyens limités, essayer d'insister sur la recherche pour un certain nombre, je ne suis pas médecin, pour un certain nombre de maladies qui font encore légion et qui disséminent beaucoup. Donc ça n'est pas qu'une question d'argent. Ce que je veux dire ici, et là encore, on ne refera pas la politique de santé de l'OMS, mais ce que je veux dire ici, c'est ce coup de cœur, c'est n'oublions pas les autres, ça nous ramène un peu d'humanité. Voilà. Bon, et je vous conseille la série It's a Sin sur Canal+, pour ceux qui ont Canal+, qui est une très bonne série britannique qui raconte l'arrivée du sida dans les années 80, et on voit le choc que ça a été et l'inconnu que représentait ce virus. Très bonne série. François Monboise, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de soutien à Boris Johnson, parce que je trouve que le débat en France fait presque de Boris Johnson le responsable de tous nos maux. Il y a eu des propos très durs de Jean-Yves Le Drian qui disait en gros, ils ont voulu jouer au fin en vaccinant avec une seule première dose le maximum de gens. Maintenant, tant pis pour eux, il leur faut la deuxième dose. Je trouve que c'est un peu ridicule. Il faut se souvenir qu'il y a un an, quand l'épidémie a commencé, le Brexit était voté, mais pas encore appliqué. Et il y a eu beaucoup d'articles et de prévisions. Il y avait un grand article dans le Guardian qui avait fait beaucoup de bruit disant « les Anglais n'auront pas de vaccin ». Parce que les Anglais vont se retrouver tout seuls à négocier et l'Union européenne à 27 aura des vaccins. Et donc il y avait un stress en Angleterre de ne pas avoir de vaccin du tout. Quand Oxford a commencé à discuter avec AstraZeneca sur le vaccin, le gouvernement anglais a mis de l'argent sur la table, a passé des commandes fermes, et c'était en avril déjà. Et donc ils ont effectivement demandé à être servis les premiers, mais je dirais qu'on les comprend.
Hein. C'était pour s'assurer d'avoir des vaccins. À l'époque, nous, on n'était pas du tout dans les vaccins. Il y a des vidéos redoutables qui circulent d'Emmanuel Macron le 1er octobre qui dit « Ceux qui vous promettent un vaccin au printemps vous mentent ». En octobre, on disait ça en France. Hein. Et en décembre, dans l'interview à Brut, le président dit encore « Bon, le vaccin, ok, il y a des effets secondaires ». Enfin, on n'y a pas cru, nous, en Europe. Donc, je trouve ça un peu bizarre d'aller engueuler les Anglais. Les médecins français disent qu'en fait, il a eu sans doute raison de faire une dose à 2 personnes plutôt que 2 doses à une seule, parce que la l'augmentation des anticorps se produit déjà avec une dose, donc c'est bien, ça marche. Je trouve ça un peu ridicule de lui en vouloir. Maintenant, il faut qu'on s'entende pour les commandes, mais on en fait le coupable de ce qui se passe et je pense que c'est pas vrai. Oui, mais qu'ils ont réussi d'une certaine manière, en tout cas, enfin pas d'une certaine manière, qu'ils ont réussi, ils y ont cru. Ils ont cru dans la science et ils ont investi. Avec Emmanuel Macron qui a dit on a manqué de folie. C'est pas, c'est pas tellement qu'on a manqué. C'est pas tellement qu'on a manqué de folie, c'est qu'on n'a pas cru dans le vaccin. On a aussi d'excellents scientifiques et malheureusement, si à l'Institut Pasteur on n'avait pas eu le pire des disputes bureaucratiques complètement folles avec des caciques administratifs qui se disputent les uns les autres au point de priver un pays qui est censé être une des 6 ou 7 premières puissances mondiales de vaccins et alors qu'on a une recherche d'excellence depuis des années, notamment dans le domaine médical. Et quand on parle des big pharma, il y a des big pharma qui sont des big pharma françaises, et il y a des très bonnes startups médicales françaises. Donc on voit quand même qu'il y a eu un très grave dysfonctionnement chez nous. Mais sur la question britannique, ce qui est très intéressant en réalité, c'est que les gens qui nous expliquent depuis des années qu'en étant chacun chez soi, en fermant les frontières, en n'ayant pas de coopération les uns avec les autres, etc., tout ira mieux, et que les murs valent mieux que les ponts. Moralité, les Anglais ont négocié avec leurs partenaires historiques, les États-Unis à l'époque, a fortiori avec des relations entre Trump et Johnson qui étaient au beau fixe, donc Trump a quand même beaucoup aidé. Les Britanniques disposaient d'AstraZeneca parce que c'était pour le coup une fabrication britannique dès l'origine, et donc quand même on voit bien que le repli sur soi, l'insularisme, j'ai envie de dire, et le fait de penser que le repli souverainiste va nous sauver de tous les maux ne fonctionne pas du tout. Non, c'est le contraire. Et ça ne conduit évidemment qu'à une concurrence qui est complètement délirante. Parce que c'est exactement le contraire. François. Comment on peut nier la réalité à ce moment-là ? Si aujourd'hui l'Europe vaccinait 40% des gens et l'Angleterre 13%, vous pourriez dire ça. Mais c'est le contraire. C'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui se passe. Non mais il y a eu une bureaucratie dans les achats de vaccins, c'est raconté dans le monde, il y a 2 jours au niveau de l'Europe qui a été catastrophique. C'est horrible. Mais non, mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, si je peux ajouter toute petite chose à ça, c'est que... Attends, laissez-le terminer. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable d'être une puissance de la taille de la puissance américaine, en réalité. Et donc, est-ce qu'on est capable d'avoir la puissance de frappe qu'ont les États-Unis. On voit bien aujourd'hui que Mais à quel niveau si le Brexit n'avait pas eu lieu, déjà, on n'aurait pas le débat qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire que si on avait été capable de conserver le Royaume-Uni dans l'Union européenne et d'avoir une vraie coopération européenne et de travailler ensemble, déjà on ne serait pas. Mais enfin, l'Europe n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que, enfin, tous avec 12%. Là-dessus, je suis d'accord. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Donc ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, le patron de Moderna qui raconte qu'il est venu proposer son vaccin à la France et qu'on l'a envoyé balader. Les exemples sont légion quand même de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais vous voyez bien que la concurrence entre pays, avec nos ambassadeurs, les ambassadeurs des différents pays européens qui allaient sur les tarmacs pour essayer de négocier des dans les usines, avec les Chinois, dans les usines, puis ensuite qui vont sur les tarmacs. Donc ça ne marche pas. Vous voyez bien que les petits pays qui constituent l'Union européenne ne peuvent pas y arriver tout seuls. Mais les petits pays se sont fait la guerre entre eux. Enfin, il faut écouter ce que disent justement les ambassadeurs. C'est-à-dire que les ambassadeurs, l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur d'Italie sont allés piquer des masques, pardon, je porte des accusations graves, mais des masques, des respirateurs dans les usines. Je peux aller témoigner là-dessus. Pardonnez-moi, mais non, pas réciproquement. La France n'a pas été piquée. La France s'est laissée faire.
faire. Nous souffrons exactement d'un mal français. Et la subsidiarité, elle est là. Vous parlez de l'Europe, mais redescendons au bout du maillon. Les entrepreneurs qui pouvaient aider par rapport à ça se sont vus tout refuser. Là, les autotests, terminé. On a une boîte qui en a acheté des milliers et des milliers. Terminé, on n'a pas le droit. On a eu le droit à rien. Les tests antigéniques qu'on a proposés, achetés, mis en place dans les municipalités, on n'en a pas eu le droit pour nous. J'ai fait acheter 50 millions de masques en Chine par une entreprise qui s'occupait de ça, qu'on a vendu aux entrepreneurs et distribué. On n'avait pas le droit aux masques. Et je peux témoigner qu'en Chine, il y avait tous les ambassadeurs qui étaient effectivement dans leurs ambassadeurs étaient là. L'ambassadeur de France ne répondait pas. Il disait, je suis pas là pour faire du commerce. Donc, si vous voulez, on a un blocage que nous vivons aujourd'hui encore. La seule chose qu'on fait, c'est contrôler avec un inspecteur du travail qu'on est bien en télétravail. La médecine du travail a été absente. Je suis en train d'essayer de mettre en place un QR test. Un QR code, pardon. Qui va être mis en place d'ailleurs au niveau proposé par Thierry Breton. Ça vaut un contrôle à Rachida Dati, de la CNIL, de l'Agence régionale de santé, pour voir comment ça se passe, pour voir pourquoi elle fait tellement de choses. C'est un drame français. Alors après, vous pouvez remonter, parce qu'effectivement, ce drame bureaucratique remonte au niveau des pays européens. Oui, juste une chose, effectivement, on entend de manière récurrente ce sujet, c'est-à-dire que face à l'urgence, nous ne sommes pas capables de réagir en urgence, nous ne sommes pas capables de nous organiser pour être opérationnels. Nous avons, non mais en plus, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que dans la conception, moi ce que je constate au cours de, puisque vous parliez de comparaison avec d'autres pays français, mais on a aussi parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, de la manière, vous parliez de la Chine, de la manière dont les Chinois ont réagi. Nous sommes extrêmement légalistes, extrêmement nombrilistes, on veut tout centraliser. Moralité de l'histoire, face à une situation que nous n'avions pas prévue, que nous avions eu le tort de ne pas prévoir, parce que je rappelle que les histoires de pandémie, depuis le début des années 2000, on sait qu'on pouvait avoir une pandémie. Donc, on n'a pas prévu. 2, on ne s'est pas organisé. 3, nous sommes dans l'incapacité de réagir. Et enfin, lorsqu'on a une idée, on ne réfléchit même pas à son caractère opérationnel, on lance une idée, et puis après on dit, oups, mais ça ne fonctionne pas. Ben, quand même, vous savez, lorsque vous avez un Premier ministre qui vous apprend quelque chose, qui vous dit, ben, on va tester, mais le premier truc à faire, c'est qu'on dit, il y a 65 millions de Français, combien est-ce qu'on peut? C'est de la mathématique simple, on peut ou on peut pas. Alors après, qu'on ne dise pas on va tester dans les 3 mois, enfin on va vacciner dans les 3 mois, qu'on ne l'annonce pas. Je ne dis pas, je suis pas en train de mettre en difficulté tel ou tel, mais je dis simplement que ce côté pragmatique, nous ne l'avons pas, nous nous perdons dans de la réglementation et c'est toujours le règne de il faut surtout pas, ou pas possible, ou c'est compliqué. Vous savez, regardez les écoles, ce que ça va être la semaine prochaine. On va en reparler dans un instant, puis on va revenir sur cette information importante. Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperie aggravée et condamnés à 2,7 millions d'euros d'amende. Condamnation qui vient juste de tomber. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On est aujourd'hui avec Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, François Monboise, président de la FEVAD, Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va revenir sur évidemment la problématique dans les écoles. Est-ce que le président de la République sera obligé d'annoncer la fermeture des écoles? En tout cas, la situation est très compliquée si l'on en croit les enseignants et les directeurs d'école. Emmanuel Macron a-t-il raison de rester droit dans ses bottes et de ne pas prendre en compte cette tribune de médecins qui disent qu'il faut réagir très vite? Et puis les propos d'Audrey Pulvar, qui interrogé hier sur BFM, disait que dans des réunions, il était dans des réunions racisées, il était ou non racisé, je ne sais même plus. Bref, qui rassemble. Les Blancs ne devaient pas prendre la parole, devaient se taire. On en parlera dans un instant. Sophie, un coup de gueule?
Oui, je trouve ça très inquiétant. Moi qui suis une libérale et qui pense qu'il faut redonner le pouvoir à la subsidiarité la plus importante, je m'inquiète beaucoup de la loi, du projet de loi climat. Et en particulier, ça va être décidé concernant la publicité aux alentours des villes et des villages. Il y a un article, je crois que c'est l'article 6, qui dit qu'on va redonner le pouvoir. D'habitude, c'est le préfet qui décide de savoir ce qui va se passer au niveau des campagnes publicitaires, etc., qui les gère un peu au niveau de la région. Il se trouve que la France est massacrée par des pubs, qu'on aime un pays magnifique et que c'est assez sauvage, que c'est massacré, les alentours des villes sont massacrés. Et là, on va redonner le pouvoir aux maires qui n'ont pas vraiment les moyens. Il y a le petit maire du village, il n'a pas les moyens de s'opposer vraiment aux panneaux qui sont mis, etc. Ça rapporte de l'argent, c'est compliqué. Et donc, rendre ce pouvoir ou donner ce pouvoir aux maires est une erreur absolue. C'est la garantie qu'on va être de plus en plus pollué par la pub. Et donc, c'est quand même étonnant. Parce qu'une loi climat qui est supposée préserver l'écologie, il y a l'esthétique qui en fait partie de cette écologie. Et bien là, ça va être le prix de la France moche. C'est ce qui est en train d'être mis en place pour des villes. Vous ne pensez pas que ça n'aura pas l'effet inverse? Ah mais pas du tout. Le maire, si vous voulez, le maire, d'abord, il faut savoir que la pub, c'est ce qui rapporte de l'argent aux collectivités locales. C'est pour ça qu'on a eu des carrefours, d'ailleurs on est la France des carrefours, enfin c'est extraordinaire. C'était la grande distrib qui en gros filait du fric aux collectivités. Alors pour faire des magnifiques ça joue contre. Je pense que c'est un des rares rôles de l'État. L'État doit préserver la beauté, l'esthétique de notre pays. C'est une mission régalienne. Et donc, autant je pense qu'il doit lâcher sur beaucoup de choses, autant il y a une mission régalienne. Alors, Mehdi Oraoui. Sophie, non, mais Sophie n'est plus du tout libérale. Là. Elle a été convertie quasiment à l'étatisme. État régalien. Alors, là, on est très loin du régalien, parce qu'on est quand même pas dans l'armée et dans la diplomatie. Je suis désolée, l'esthétique du pays, massacrer un pays avec de la pub, ça fait partie du rôle de l'État de le préserver. Je suis plutôt d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est en partie le problème, à mon avis, d'un certain nombre de dispositions environnementales, c'est qu'elles ne font pas assez place, malheureusement, à la décision, pour le coup, à la décision citoyenne. Et là, en l'occurrence, c'est un peu le contre-exemple. C'est-à-dire que je pense que très souvent, si on consultait les citoyens et si on permettait ce que vous dites, il y a un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que tout soit décidé d'en haut, par le préfet ou par Paris, etc. Et dans les territoires, en fait, il y a plein de choses qui peuvent se décider de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fine, pas simplement parce que chacun connaît bien son territoire, etc. Oui, c'est vrai, le maire qui fait sa pub, énorme truc, parce que la pizza, bar-resto, pizza... Bien sûr, mais évidemment. Et puis, mais c'est le problème qu'on a eu, en fait, avec les centres-villes. C'est que, moi, je me rappelle de la polémique qu'il y a eu il y a quelques mois sur le fait qu'on commandait sur Amazon, qu'on allait dans les supermarchés plutôt que dans les centres-villes au moment du premier confinement, etc. La réalité, c'est que ce sont beaucoup les élus locaux qui ont dépecé leur propre centre-ville en autorisant ces espèces d'énormes centres commerciaux qui défigurent et qui abîment les sols en plus. François Monboisse. Moi je suis un peu... Ça n'a pas grand-chose à voir avec le climat, ça, avec le CO2. Non, c'est ça. Le problème que j'ai avec cette loi, c'est qu'il y a Si, parce que c'est l'environnement. Ce sont des panneaux souvent lumineux, il y a des panneaux lumineux. En quoi allumer la lumière quand on a l'électricité zéro CO2, c'est mauvais pour le climat? Si, parce que vous savez que ça empêche les oiseaux, la lumière, la pollution lumineuse est incroyable en France. Voilà. Il y a mais vraiment pour la nature, c'est un vrai problème. Allez, la loi en question, pour l'instant, elle est utilisée par des maires écolos, comme Grenoble ou Lyon, qui a déjà annoncé qu'ils allaient supprimer la publicité. Ou Paris. Pour supprimer les publicités, c'est la Corée du Nord. Les pays où il n'y a pas de pub, c'est des dictatures. Mais François, les gens ont quand même le droit de décider s'ils vont vivre au milieu de grands panneaux moches ou s'ils veulent. Pardon, mais moi j'ai pas envie que les paysages, par exemple du Pays Basque, qui sont parmi les plus beaux du monde, je le dis sans mais c'est une réalité. On a des gens qui viennent de partout. On a des gens qui viennent de partout. C'est pas tout à fait pour rien. Mais dans la même loi, on supprime les recours contre les éoliennes qui vont massacrer l'estuaire de la Gironde. C'est vrai. Mais ça, par exemple, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat de savoir. Un vrai débat, ça. Bête Cendrieux, vous vous rendez compte? Enfin, franchement, c'est... Non, mais bien sûr. Moi, je ferai un coup de gueule sur les éoliennes qui sont en train d'envahir notre pays dans des petits villages. Et la loi a supprimé les recours. On a fait une loi pour supprimer les recours.
C'est insensé. En Conseil d'État. Insensé. Le coup de cœur de Mehdi. Alors, on est dans quelque chose de beaucoup plus calme, mignon et positif que ce dans quoi on vit entre le Covid, les réunions non mixtes, racisées, non racisées, etc. Alors, il se trouve que hier, je suis allé avec, comme plein de familles font, je suis allé visiter mes parents qui sont vaccinés, donc on a respecté les gestes barrières, mais donc on a été prudents, et qui vivent à quelques kilomètres de chez nous. Et donc, on est passé par un petit village qui s'appelle Peyrehorade dans les Landes. Il y a sans doute des auditeurs qui connaissent ce village, le village du kiwi. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois dans la langueur d'un dimanche très ensoleillé, deux jeunes gens, je sais pas, 16, 17 ans à tout casser, une jeune fille qui s'était manifestement endimanchée avec une petite jupe plissée qui lui arrivait aux chevilles, le jeune homme qui avait mis manifestement son plus beau polo. Ils avaient longé l'Intermarché de Peyrehorade, peut-être qu'ils étaient allés faire une promenade autour du lac, allez savoir, on sentait que c'était sans doute leur premier rendez-vous, enfin quelque chose comme ça. Ils longeaient l'usine Monsanto de Peyrehorade. Là c'est à vendre à TF1. Hein. Et peut-être qu'il allait, alors je ne sais pas parce qu'ils allaient dans cette direction-là, donc peut-être qu'il allait lui offrir un sundae au McDonald's qui s'est installé il y a quelques années, mais qui était un peu la seule occupation du dimanche pour ces jeunes gens. Et on sentait ce rendez-vous qui était un peu touchant. Et alors, il y avait un petit détail, c'est que cette jeune fille était blanche. Et ce garçon était métis ou noir. Moi, je ne prends pas un nuancier pour savoir de quelle couleur sont les gens. Mais donc, manifestement, il n'était pas blanc. Et je me suis fait cette réflexion en voyant ces deux jeunes gens qui étaient très loin de Paris et très loin des débats qu'on vit en ce moment sur les réunions non mixtes, non racisées. Et je me suis dit, heureusement qu'il y a juste les gens normaux. Heureusement qu'il y a juste cette France normale qui se mélange, qui vit, qui va sans doute connaître des difficultés dans les années qui viennent parce que ces deux gamins, ils auront des difficultés de boulot. C'est pas forcément facile de partir étudier quand on vient de chez nous. Parfois il faut quitter sa famille, puis il faut trouver un endroit où étudier, etc. Ça a un coût. Et je me disais, voilà, ce petit couple mixte de gens de gamins qui se fréquentent, qui se posent pas de questions. Au fond, j'ai tendance à penser que la vraie France, la France réelle d'aujourd'hui, qui se pose pas de questions sur et qui n'est pas raciste, qui est très loin d'être raciste, parce que là on est quand même on est à Peyrehorade, hein, on n'est pas dans les quartiers de Paris, c'est un village consistant, mais enfin c'est un village, et donc qui se posent pas de questions et qui sont contents de vivre ensemble et qui sont contents de se mélanger sans se dire que demain ils vont se foutre l'un l'autre dans une réunion réservée aux blancs ou dans une réunion réservée aux noirs. Et je me suis dit, on les séparerait. Dans ce grand n'importe quoi qu'on vit en ce moment sur les débats sur la race, parce que c'est incroyable pour ce terme de race soit revenu avec une telle force. Et ben j'étais juste heureux de voir ces gamins-là qui m'ont quand même donné espoir et qui m'ont fait penser que la vraie France, elle se fait très loin des débats qui agitent parfois une certaine élite pseudo-progressiste et puis l'extrême droite. C'est pas que l'extrême droite, on va y revenir. C'est les deux. L'élite pseudo-progressiste et l'extrême droite qui passe leur temps. Alors on va en parler. On va enchaîner juste après la pub sur ce sujet, sur les propos d'Audrey Pulvar, effectivement, qui ont beaucoup fait réagir. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Beaucoup de sujets. Ce matin, on va revenir sur la polémique autour des propos d'Audrey Pulvar. Moi, je voudrais, je vous ai dit que je le ferais, vous dire à chaque fois qu'il y a des incidents, plus que des incidents, des délits qui se produisent dans un certain nombre de villes. Dans les Yvelines, le tournage sauvage d'un clip de rap finit en tir de mortier et jet de projectiles contre la police. À Rieux-la-Pape, dans le Rhône, où il y avait déjà eu des affrontements, un bus et des voitures ont été incendiés dans cette banlieue lyonnaise. C'était samedi soir. À Rennes, un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé au couteau samedi après une bagarre en plein centre-ville. Et puis en Seine-Saint-Denis, terrible, dramatique accident. Une fillette de 6 ans est morte après avoir été renversée par une voiture à Aulnay-sous-Bois. Alors que les auteurs faisaient la course en voiture durant le couvre-feu, ils ont abandonné leurs victimes sans s'arrêter. Alors ils se sont rendus depuis, mais c'est vrai que tous ces affrontements,
sont absolument terrifiants. On en parle très peu en général dans les médias et je trouve que c'est important de le dire. Non ? Quelqu'un Moi, je trouve que c'est important de le dire, oui, mais c'est surtout important de savoir que faisons-nous, que pouvons-nous faire derrière. Et on le disait hors antenne, ce sont des drames humains, parce que cette fillette de 6 ans, ça n'aurait jamais dû arriver, mais on se demande pourquoi est-ce que des jeunes sont à ce point désœuvrés qu'ils ne respectent plus. On se pose le problème de l'urbanisation, le problème de l'éducation, le problème le respect de l'ordre. Vous savez, on a très souvent défendu sur vos plateaux le sens de l'ordre, la règle et le respect de la règle. Ce sont des éléments qui semblent peut-être évidents et dont on a beaucoup parlé. On a le sentiment que c'est du blabla habituel, mais non. Oui, redonner à la règle établie toute sa valeur est un élément fondamental, parce qu'effectivement, ces gamins, et je suis persuadé qu'ils avaient peut-être en plus, peut-être même pas de permis de conduire, j'en sais rien, mais oui, ça. Alors, que faisait-il ? Cela dit, il y a un problème. Est-ce que dans tout ce que vous dites, qui est soulevé, c'est que par contre, moi, je mets pas mon masque en passant. Je risque un PV de 120 € qu'on me donnera facilement, ce qui n'a pas été le cas. Mais et par contre, les pires violences, il n'y a pas de sanction. Donc on est quand même. C'est vrai que c'est un peu démago, mais on est. Non, attention, pour nos auditeurs, on peut pas non plus dire il n'y a pas. Non, on peut pas dire qu'il y en a pas. Je veux dire, attention, parce que je veux dire, comme avocat, je vois bien ce qu'il y a. Le problème que nous avons, à un moment donné, il faut être honnête. Il y a une inflation législative, on met en place des règles, on ne se donne pas les moyens de les faire respecter. Il y a des magistrats dont on se dit et qui se disent, etc. J'en reviens. Vous faites tout ce que vous voulez dans une banlieue, il peut y avoir... vous ne faites pas arrêter, alors que vous vous faites arrêter dans d'autres quartiers. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, Sophie. C'est quand même... La règle n'est pas la même. Qu'il y ait des situations... Attendez, qu'il y ait des situations où les gens n'ont pas... Il n'y a pas de système parfait. Globalement, les gens... Quand les gens sont, en tout cas lorsque c'est signalé, les gens sont signalés, éventuellement ils vont devant le tribunal. Ce qui est embêtant, ils sont relâchés, c'est que vous n'avez pas vous avez un système de sanctions et il n'y a pas tout le mécanisme pour pouvoir faire appliquer ces sanctions, etc. Mais donc on ne peut pas dire que rien ne se passe. C'est là où il faut être honnête. Ce qu'il faut dire, c'est que précisément, il est plus facile de donner un PV dans la rue que de dire, lorsque vous avez une peine de prison, vous allez la faire, et qu'on ne va pas procéder automatiquement à un enlèvement de 2 ans, vous disant moins de 2 ans, comme ça j'irai pas, etc. Je reviens à ce que j'ai dit. La règle fixée, son caractère juste, parce qu'une sanction doit être juste et elle doit être appliquée et pour tous et par tous et vite. Jean-Claude, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais il y a aussi une autre réalité qui est une réalité sociologique de nos élites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas compliqué. On a des élites politiques qui ne vivent plus dans ces quartiers-là, qui ne vivent plus depuis très longtemps. Il y a eu une époque où un certain nombre d'élus, je pense notamment à l'époque où le Parti communiste, par exemple, était très fort, et donc il y avait un certain nombre d'élus ouvriers, etc., qui vivaient encore dans ces quartiers-là. Mais ça fait maintenant des décennies que les élus, y compris d'ailleurs les élus de gauche, ne vivent plus dans ces quartiers-là, et donc s'en désintéressent complètement. Absolument. Si leurs enfants allaient dans les... Et là, pour le coup, c'est pas une question de couleur de peau. Il y a un problème, il y a un énorme problème de ségrégation scolaire, sociale et ethnique. C'est qu'on a quand même entassé des gens qui étaient généralement des gens plus bronzés que la moyenne dans des quartiers sans se demander ce qui allait se passer. Mais la réalité quand même, c'est que si les enfants des élites politiques allaient dans les écoles pourries de ces quartiers-là, que les enfants des élites politiques devaient supporter le soir les rodéos en moto sous leurs fenêtres, et que les enfants des élites politiques se faisaient racketter ou avaient un risque de passer dans le trafic de drogue, par exemple, parce qu'on sait très bien que ce sont des gamins qui sont recrutés pour faire le chouf dans les quartiers où il y a des gros trafics de drogue. Si c'était les enfants des élites politiques qui, en ce moment... Je pense à une situation qui est absolument terrible, qui est la situation de Toulouse, où les gamins se tirent... Je suis désolé, mais ce sont des gamins qui ont une quinzaine d'années, qui ont 15-17 ans, qui se tirent dessus à la Kalachnikov. Et c'est sûr, si c'était le fils du maire, le fils du député ou le fils du sénateur ou de la sénatrice du coin, on est d'accord.
sans doute, on réagirait un peu plus. Là, on voit bien que ce sont, et là, j'insiste vraiment, ce n'est pas une question de couleur de peau, parce qu'il y a des gamins de toutes les couleurs dans ces quartiers-là, y compris, on l'oublie parfois, mais y compris ce qu'on appelle des blancs, voilà, et qui sont... rassurez-vous, les enfants de ministres ne sont pas à l'abri du trafic de drogue et de tous les problèmes. Ils sont plutôt côté consommateurs. Eux, ils sont plutôt côté consommateurs. François Monboisse, un dernier mot là-dessus, mais c'est un problème de... Oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est un dernier mot, parce qu'on a touché beaucoup de sujets. Il y a un problème de certains quartiers où la police ne peut plus aller, aussi. Et il n'y a pas de peur de la police. Alors, il n'y a plus... C'est la police qui a peur, au contraire. Ben oui. C'est pas facile d'y remédier, ça. Bah non, c'est bien. On en parle continuellement au studio, mais les policiers qui prennent des pavés sur la tête, les quartiers ne vont pas. Est-ce que ça arrive assez Alors, j'ai une amie policière qui occupe un très haut grade dans la police qui a été choquée par ce que j'avais dit. Oui, on ne va pas dans ces quartiers alors qu'on est capable d'aller faire la guerre au Mali pour faire respecter le droit. Et elle a été choquée. Elle m'a dit, comment tu peux dire ça? Non, la police y va, c'est difficile. Mais le sujet, lui ai-je répondu, c'est pas simplement de tenter d'y aller. Je lui ai dit, il faut bien comprendre que nos concitoyens sont exaspérés, qu'on a une exigence de résultat. On ne peut pas comprendre qu'on soit capable d'envoyer des fusées dans l'espace, qu'on soit capable d'aller faire la guerre au Mali et qu'on nous dise la police ne peut pas aller mettre un peu d'ordre dans ces quartiers. Je veux dire, ça n'est pas audible. Ça n'est pas audible. Et pour moi, c'est scandaleux parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est incapable, donc on laisse faire. Eh bien non, moi je dis effectivement, pour éviter la ségrégation géospatiale, eh bien, il faut avoir le courage de dire on va aller nettoyer ces quartiers. Oui. Alors, allez, c'est un autre problème. Oui. Allez, je voudrais qu'on revienne sur les propos d'Audrey Pulvar. Je vous propose de l'écouter. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à. C'est-à-dire que si... Non, je joue pas sur les mots. Je vais vous dire pourquoi je joue pas sur les mots. Si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se taire. Oui. Voilà. Franchement, je trouve que c'est un mauvais procès. Tout d'un coup, tout le monde s'est emballé, buzz médiatique, etc. Elle a dit qu'elle ne soutenait pas l'UNEF et elle a expliqué qu'il y avait des groupes de parole. Quand on sait ce que c'est qu'un groupe de parole, c'est vrai que ceux qui parlent, c'est ceux qui sont vraiment concernés. En revanche, il peut y avoir, et là, elle a occulté le problème, qu'il peut y avoir dans un groupe de parole contre le racisme des Blancs. Parce que l'antiracisme des Blancs, ça existe vraiment. J'ai un des salariés de ma boîte qui a été obligé de déménager. Sa fille était à peu près la seule petite fille blanche dans une école et dans sa barre d'immeuble, il était victime de racisme. Donc voilà, le racisme n'est pas exclusivement envers une couleur de peau, il s'exerce malheureusement dans tous les sens. Donc je pense qu'elle a été plutôt mesurée. Je trouve que c'est assez injuste. De dire réservé et pas interdit, c'est compliqué. Jean-Claude Beaujon. Oui. Moi je vais vous dire pourquoi je suis contre cette méthode, parce qu'il s'agit avant tout d'une méthode. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on dise on va interdire ou on va demander aux gens de se taire. Je pense que pour pouvoir là-dessus, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur le débat, en réalité, sur celui de l'égalité. Je crois qu'il faut rappeler que ce que demandent les uns et les autres, d'ailleurs, quel que soit le groupe qui se sentirait à un moment donné discriminé, le mécanisme que nous avons dans nos institutions, c'est celui de la lutte pour l'égalité. Et à partir de là, moi je pense que le principal sujet, c'est de dire tous ceux qui sont concernés. Et la question du racisme n'est pas qu'une question pour une communauté, qu'elle soit blanche, musulmane, tout ce que vous voulez, jaune, blanche. C'est la question de la communauté nationale. Et à ce moment-là, nous devons être capables de dire que tout le monde doit être autour de la table pour pouvoir entendre un certain nombre de choses. Alors ne confondons pas le groupe de parole. C'est psychologique. Il y a ça pour les obèses, pour les alcooliques. Mais là, c'est pas le cas. Attendez, Sophie, moi là où ça me gêne, là où ça me gêne, c'est que vous dites bien sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, il y a des médecins, il y a des groupes, il y a des thérapeutes, il y a des gens dont c'est leur boulot. Est-ce que c'est le cas de l'UNEF? Est-ce que de l'UNEF, pardon? Non, mais elle a dit qu'elle est très contre l'UNEF, la position de l'UNEF. Oui, mais elle accrédite c'est une femme politique. Attendez, juste une chose. Est-ce que c'est l'objet de l'UNEF que d'organiser des séances de thérapie avec, on le sait, l'UNEF n'est pas une organisation
lambda, avec, on le sait, une démarche, j'ai envie de dire, politique affichée, et c'est ainsi. Et moi, je pense à une deuxième chose, si vous voulez. C'est aussi une organisation d'étudiants. Et je pense qu'au contraire, c'est aux études, et on voit bien le problème que ça pose plus jeunes, c'est lorsque les jeunes arrivent à l'université, qu'ils ont l'occasion de se confronter, qu'ils ont l'occasion de se mélanger, qu'ils ont l'occasion de débattre. Et je reprends ce qui vient d'être dit tout à l'heure, de ces deux jeunes tout heureux qui étaient sur le... C'est à cet âge-là qu'on se libère de tous les préjugés, qu'on se libère d'un certain nombre de choses, et qu'on est généreux. Si à ce moment-là, la méthode, et je dis bien la méthode, c'est pas contre la personne d'Audrey Pulvar, évidemment, elle est pas raciste, il faut arrêter cela, elle est pas anti-républicaine, c'est pas le sujet. Je pense que c'est à cet âge-là qu'on doit apprendre le mélange, l'ouverture, le débat, la confrontation. C'est pas grâce à l'UNEF, hein. Et c'est pas grâce à l'UNEF qu'on l'apprendra, et c'est la raison pour laquelle... au Conseil économique et c'est la raison pour laquelle... Moi, je vais vous dire, il y a une semaine, le 8 mars, je vous l'ai dit, le 8 mars, j'étais invité par une organisation de femmes qui voulaient entendre effectivement, qui disaient, nous, ça nous intéresse de construire avec les hommes pour ne pas construire contre les hommes et pour ne pas donner le sentiment de construire contre les hommes, parce qu'il ne s'agit pas de construire contre les blancs ou les ci ou le ça, il s'agit de construire ensemble une société où chacun de nous trouvera sa place. Alors François Monboisse, Mehdi Ouraoui, vous aurez la parole. Une auditrice nous dit, mais si Éric Zemmour avait dit l'inverse, c'est-à-dire un groupe de blancs qui exclut les noirs, que n'aurait-on entendu? Ça c'est vrai. Voilà, je vous livre les réactions et je vous donne la parole dans un instant. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avez-vous été choqué par les propos d'Audrey Pulvar et puis ce mot quand même, parce que tout à l'heure, Mehdi Ouraoui, vous disiez l'extrême droite. Alors vous avez précisé votre pensée, mais c'est vrai que ce soit le Parisien ou le Monde, on dit réaction de la droite et de l'extrême droite. Il y a aussi des gens de gauche qui ont condamné ces propos. Carole Delga en particulier, une très proche d'Anne Hidalgo. Alors François Monboisse, vous vouliez réagir? Oui, Stéphane Le Foll et Fabien Roussel ce matin aussi. Absolument. Moi, je trouve que c'est navrant parce que d'abord, ce qu'a dit Mehdi tout à l'heure, en France, on a de la chance qu'il y a énormément de mariages ou d'unions interraciales, enfin dans tous les sens. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Jusqu'à il y a très peu de temps aux États-Unis, il n'y avait pratiquement pas d'union mixte. Aux États-Unis, vous êtes dans une case, vous êtes white. C'était illégal d'ailleurs. C'était illégal. Exactement. Vous êtes africaine-américaine, etc. Donc les gens sont dans des cases et on maintient ces cases. En France, on a la chance d'être un pays où les gens se mélangent. Et il faut, à mon avis, quand on fait de la politique, faire ce qui unit les gens, qui les mélange, et pas ce qui les divise, qui les segmente. Parce que là, on va faire des réunions aussi, on va mettre les hétéros et les gays pas dans la même pièce, les instéros. Enfin, c'est sans fin. Il faut arrêter. Et je pense que le contexte est important. Le contexte, c'est que vient un vent mauvais des États-Unis avec ça. Et il ne faut pas prendre ce vent. Et sur plusieurs sujets. De Columbia, il y a une semaine, annoncer que les remises de diplômes étaient à des jours et heures différentes suivant la couleur de peau des parents des étudiants. Enfin, c'est affreux. Il y en aurait en plus de la remise du diplôme général. Donc, quelqu'un qui a un père blanc, une mère noire, il ne sait pas où il doit aller. Enfin, c'est ridicule. Il faut vraiment résister. Oui, mais il faut aussi arrêter dans tous les domaines. On montre du doigt. C'est la même chose pour hommes et femmes. Les féministes extrémistes sont en train de nuire aux femmes. C'est insupportable. Là, on est en train de... Il ne faut pas tout mélanger. Non, on ne mélange pas tout. Toutes les minorités ou les absences, l'égalitarisme absolu est demandé. C'est contre-productif. Alors, Mehdi Ouraoui. Moi, sur les propos d'Audrey Pulvar, même si je crois que ça ne reflète pas sa position fondamentale qu'elle a exprimée maintenant depuis plusieurs années, moi, je suis en désaccord parce que je pense que on ne peut pas demander à quelqu'un de se taire en raison de sa couleur de peau. Ça n'existe pas. En revanche, je ricane un peu en voyant les réactions effectivement de la droite et de l'extrême droite qui, depuis des années agitent le chiffon identitaire. Donc vraiment, je crois qu'elles sont mal placées pour faire des procès sur ces questions-là aujourd'hui. Il faut revenir un peu aux fondamentaux sur la question des réunions non mixtes. C'est assez simple. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'organisations qui se réunissent de façon non mixte. Il y a, je sais pas quoi, il y a des clubs de foot portugais. Il y a l'Union des étudiants juifs de France. Le mouvement de libération des femmes faisait des réunions non mixtes avec des femmes. Il y a un certain nombre de choses qui se pratiquent en non-mixité. On parlait à l'instant, par exemple, de certaines organisations de défense des droits des homosexuels où il y a des homosexuels qui se réunissent plutôt en non-mixité, soit par choix, soit parce que c'est comme ça que ça s'est structuré. Donc il y a un certain nombre d'endroits
où effectivement, c'est pas très compliqué. Vous avez un club de soutien à la culture portugaise. Il y a généralement plutôt plus ou quasiment exclusivement des gens qui sont portugais. Mais tout ça, ce sont des critères qui existent. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est qu'être une femme, on sait ce que c'est qu'être un juif, on sait ce que c'est qu'être un portugais, on sait ce que c'est qu'être un auvergnat. Tout ça sont des catégories qui existent. Moi, ce qui m'ennuie dans ces histoires de réunions non mixtes, non racisées, on ne sait même pas très bien ce que ça veut dire, c'est de dire qu'il y aurait d'un côté les blancs, mais qu'est-ce que c'est un blanc ? C'est quoi ? Est-ce qu'un Italien du Sud qui a une tête qui ressemble quand même beaucoup à une tête d'arabe, c'est un blanc et qui se fait contrôler de façon tout aussi systématique qu'un arabe ? Est-ce qu'on va mettre dans la même pièce un asiatique et quelqu'un d'origine maghrébine, alors que, par exemple, dans certains quartiers de Paris, les Asiatiques se plaignent plutôt de gens qui sont d'origine asiatique, d'origine maghrébine ou africaine. Enfin, tout ça est absurde. La vraie question, en réalité, sur ce sujet, c'est une question très pratique. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire que des réunions réservées à des non-blancs? C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On va mesurer la couleur de la peau des gens? On va regarder combien de grands-parents blancs ils ont eu? C'est une logique qui est une logique complètement absurde. Est-ce que quelqu'un qui a... c'est absurde, je suis tout à fait d'accord que c'est absurde. Audrey Pulvar a dit qu'elle était contre ces réunions. Alors il faut arrêter aussi de lui tomber dessus à bras raccourcis. Et donc je crois qu'il faut revenir à des choses extrêmement basiques. Et il faut demander aux gens, comme par exemple les gens de l'UNEF, qui promeuvent ce genre de réunions, soi-disant, il faut leur demander comment concrètement ils vont opérer. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, si quelqu'un qu'ils considèrent comme blanc, moi je prends quelqu'un qui serait juif, par exemple, qui quand même ces dernières années a vécu une violente montée de l'antisémitisme. Mais dis-moi... Il y a eu les attentats de Toulouse, il y a eu les attentats contre Ilan Halimi, il y a eu l'antisémitisme est extrêmement violent. Et donc, quelqu'un qui est juif n'aurait pas accès à des réunions. Moi je n'ai même pas envie des gens de l'UNEF pour pouvoir défendre ces problèmes. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas l'otage, je ne suis pas l'otage des gens de l'UNEF, je ne les ai pas entendus, j'en ai pas besoin. Vous savez, on a une histoire en tant qu'antillais, je peux vous dire, on a une histoire qui est bien ancienne, bien ancrée dans la République. Je n'ai pas besoin d'être l'otage de l'UNEF pour défendre un certain nombre de sujets. Voilà. Donc je ne vais même pas discuter de savoir qui est plus blanc, moins blanc, pas assez blanc, pas assez noir. Et l'UNEF ne doit pas être au Conseil économique et social, il a été réintégré. Moi je vous aime beaucoup, c'est une boutade contre l'UNEF, c'est pas contre votre propos. Mais ces gens-là nous prennent en otage. Moi, je n'ai pas besoin. Attendez. Pas deux fois l'esclavage, je n'ai pas besoin d'être leur otage, j'en ai pas besoin, merci, on s'occupe de soi-même. Xavier Bertrand hier a dit qu'il souhaitait retirer les financements publics et que l'UNEF ne devrait pas siéger dans des institutions comme effectivement le Conseil économique, social et environnemental. Bon, allez, je trouve qu'on leur fait... Allez-y François, puis on va... Oui, François. Vous savez que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte chaque année les personnes perçues comme blanches, noires, arabes dans les émissions télé. Oui, que soit perçu. Oui, mais qu'on soit perçu, mais c'est une chose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne voudrais pas. Attendez, je ne voudrais pas que d'un propos, d'un côté, de l'autre, vous avez dit, on a vu des gens dire, c'était Zemmour, c'est un tel. Ce sont des minorités agissantes et extrêmement vocales qui ne représentent pas une majorité de Français. Et moi, je fais partie des Français qui disent, il y en a marre, laissez-nous vivre et laissez-nous avancer. Entendez aussi cette voix majoritaire. En réalité, ce sont des tas de minorités qui se font mousser et qui plombent le pays. Écoutez ceux qui sont majoritaires quand même. Vous avez raison. Vous avez raison. Et hélas, c'est toujours une minorité qui tyrannise. Merci à vous de m'inviter parce qu'on préfère ceux qui cornérisent les uns et les autres parce que ça fait de l'audimat. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, on essaye d'avoir des... Mais moi, je peux vous dire que je représente une majorité de gens qui disent qu'ils ont envie de vivre dans leur pays, vivent leur identité française, en fait, qu'ils ont envie de vivre comme des Français, comme d'autres, et puis qu'ils ont envie d'avancer. Leurs problèmes ne sont pas là. Arrêtez avec l'UNEF. Ces gens-là ne représentent personne. Ne représentent personne. Et de moins en moins d'étudiants. Qui se présentent aux élections et on verra. Qui se présentent aux élections et on verra. Un petit peu de Covid, on n'a pas parlé. On en a très peu parlé aujourd'hui. Et c'est vrai que cette discussion qu'on avait en début d'émission est assez intéressante quand même sur les ratés. On en a beaucoup parlé, mais visiblement ça continue et on a un petit peu de mal à voir qui
qui décide? Si le président de la République prend ses décisions tout seul, les inquiétudes des soignants sont là. Ils l'ont dit à de nombreuses reprises. Hier, c'était une tribune dans le journal du dimanche. Rien n'est décidé, c'est ce qu'il a dit hier. Le président de la République a indiqué que les autorités allaient regarder dans les prochains jours l'efficacité des mesures de freinage, vous savez qu'on dit plus confinement, et prendre si nécessaire de nouvelles restrictions avec cette embrouillamini, j'ai pas d'autre mot correct pour parler de ce qui se passe dans les écoles. Donc freiner sans enfermer, ça marche ou ça marche pas. En tout cas, un certain nombre de médecins tirent la sonnette d'alarme, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc comment on fait, François? Peut-être allez-y. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. C'est un super problème. Il y a un problème d'acceptation des mesures de confinement. Vous avez vu, il y a eu le carnaval à Marseille, hier la manif à la République, les gens ont dansé pendant une demi-heure, parce que les gens, et surtout les jeunes, n'en peuvent plus. Donc le gouvernement se dit que s'il confine, ça risque de ne pas passer. C'est très difficile, c'est pas bien ce qu'il faut faire. Non, mais politiquement quand même, on peut s'interroger sur la manière dont le président de la République prend ses décisions. Il a dit, vous avez vu, on nous avait dit que en février, on se prendrait le mur. On l'a pas pris. Et je voyais quelqu'un qui disait, oui, c'est comme si tu disais à quelqu'un en Porsche, freine, tu vas te prendre le virage, tu te prends pas le premier virage, mais tu te prends le deuxième. Et là, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Je pense que franchement, quand on est président de la République, on a un nombre de composants pour prendre une décision qui n'est pas seulement la psychologie et l'inquiétude que je comprends parfaitement des médecins dans les hôpitaux. C'est vrai que quand vous êtes médecin dans un hôpital, que vous voyez qu'il y a des gens sur le brancard, que vous avez peur de ne pas libérer le réanimateur dans une heure, vous avez envie de dire fermez tout. Donc je pense que quand on est président de la République, il y a vraiment autre chose. Mais en revanche, ce qui est très inquiétant, c'est pas tant sa prise de décision, c'est ce que j'ai appris et des milieux les plus informés, les plus proches, c'est que le président de la République piquait des colères, car on en parlait tout à l'heure. Quand il demande quelque chose, ça peut mettre un mois à venir. Il y a les mêmes blocages, les mêmes commissions. Monsieur le Président, faites attention parce que l'ARS ne voudra pas que, etc. Nous vivons au pouvoir. Ne croyez pas que le président de la République a le pouvoir de claquer des doigts et que ça se passe. Il se met beaucoup en scène en train de faire ça, surtout. Pardon ? Il se met beaucoup en scène en train de piquer des colères contre son administration. Alors il les pique beaucoup plus que ce qu'on voit. Cela dit, le sujet est de savoir quelle décision on prend. Le sujet est de savoir. Non, mais c'est pas tellement quelle décision on prend, c'est d'annoncer des choses et de ne pas les suivre. Oui, mais c'est pas exemple, l'enseignement. Non, mais je voudrais sur ta carte. Attendez, Sophie, vous allez y revenir. Oui. Vous allez en reparler. On va marquer une pause et Mehdi aussi, vous pourrez réagir. Je vois le maire du 17e qui dit aujourd'hui 26 écoles sur 813 hors privé bénéficieront de ces tests salivaires dans les écoles. Mais je vais vous dire pourquoi. On va y revenir dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc nous parlons des décisions du président de la République, d'Emmanuel Macron, qui pour l'instant ne veut pas reconfiner, n'entend pas les médecins qui le lui demandent. Est-ce qu'il a raison? Je vous pose la question. Mehdi Ouraoui, vous vouliez réagir à notre discussion? Oui, moi je crois qu'il y a quand même un vrai sujet pas seulement de style, c'est-à-dire que c'est le moment où le style en fait l'emporte sur le fond. Et donc le président de la République a joué depuis le départ dans cette crise un peu plus haut que ce qu'il aurait dû, c'est-à-dire qu'on voit que la chancelière Merkel il y a quelques jours présente ses excuses quand il y a des dysfonctionnements en Allemagne, et c'est une autre forme de gouvernance, c'est-à-dire être capable d'analyser ses erreurs, d'analyser ses échecs, parfois de s'excuser. Moi, je suis pas pour la contrition permanente, mais je suis plutôt quand même pour être capable de comprendre là où on a péché, là où on s'est un peu trompé, là où on a été meilleur parfois, parce que c'est aussi arrivé pendant cette crise. Et le problème dans cette crise, c'est que depuis le début, ce gouvernement, à la fois, infantilise beaucoup, évidemment, les citoyens, mais surtout le président de la République lui-même a surjoué l'homme providentiel. Et quand le réel vient fracasser son scénario, le problème qui se pose, c'est le problème de l'adaptation, non pas de l'appareil d'État et non pas des Français, mais du président de la République lui-même. Non, la crédibilité. Non, la réponse est non. Et donc là, je termine là-dessus. Et donc là, on a un problème en réalité qui est un problème éminemment psychologique. Il veut un bouc émissaire, non.
Non, mais moi, je ne jette pas la pierre au président de la République qui a été obligé de gérer une crise telle que difficile. Son prédécesseur n'a été obligé de la gérer. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'essaye d'analyser un biais dans sa psychologie qui me paraît extrêmement dangereux. C'est que quand on pense qu'on est le meilleur, qu'on est plus intelligent que les scientifiques, qu'on est plus intelligent que les médecins, qu'on est plus intelligent que tout le monde. Il est président de la République et il doit trancher. Pas forcément dans le sens du médecin. Mais Sophie, c'est un travers très français de penser que trancher, ça veut dire penser qu'on est supérieur aux autres. Non, trancher parfois, il le pense peut-être, mais ce n'est pas ça, trancher. Trancher, vous le savez bien, parfois, c'est aussi comprendre que certains ont des compétences que l'on ne possède pas. Et que quand vous avez 9 médecins qui vous disent des choses, eh bien, parfois... Et qui ne disent pas la même chose. Non, mais je suis d'accord. Mais on peut être capable à un moment donné. Là, ils disent quand même beaucoup la même chose depuis quelques temps. Le problème, c'est qu'il y a un billard à 12 bandes entre le politique, le sanitaire. Je termine là-dessus, Sophie, parce que vous m'avez interrompu pour défendre le président de la République. Je comprends, mais je crois qu'il y a un sujet quand même dans le fait qu'il ait voulu, à un moment donné, avoir raison à tout prix, quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte, c'était surtout d'avoir raison. Mais non, le quoi qu'il en coûte, c'était parce qu'il a filé un fric colossal aux entreprises. Le reste, il a été très mauvais avec les entreprises, mais ça, on peut dire qu'on a filé un fric comme aucun pays ne l'a fait. Je pense que si on s'acharne trop, en tout cas, si on fait porter trop le débat sur exclusivement Emmanuel Macron, on ne résoudra pas le problème pour le futur, parce que le futur, pour moi, le futur sur cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on a des têtes bien faites et bien pleines en France qui sont incapables d'accompagner la décision politique, incapables, parce que j'imagine en toute franchise que c'est pas le président de la République lorsqu'il dit ok, si c'est le vaccin, en combien de temps on peut vacciner, c'est quand même pas lui qui prend sa calculette, qui commence à faire les calculs. Il demande à ses services. Si derrière il n'y a pas des équipes, et je m'étonne qu'avec la belle administration que nous avons, on n'a pas des gens capables de dire on peut pas, on va pas, etc. Et on voit bien les cafouillages chaque fois qu'il y a une décision. Nous avons collectivement, enfin, je dis nous en France, on est censé avoir des gens qui sont compétents. En réalité, on s'aperçoit que face à une crise, on a été incapable, et pourtant il y avait des signaux de dire on se prépare en tout état de cause. On est incapable d'avoir, à partir d'une décision qui est envisagée par le président, le gouvernement, de développer la phase opérationnelle. Et ça, c'est un problème pour nous, parce que ça veut dire que si on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, demain, lors de la prochaine crise, quelle qu'elle soit, on sera incapable de le faire de nouveau et on aura les mêmes problèmes, parce que c'est ça qui est notre souci. C'est qu'on est incapable de passer d'une idée envisagée par le gouvernement à la faisabilité de cette idée. Exactement. Et à la volonté, c'est grave, c'est très grave. Bloqué. Ce que je dis est très grave, mais attendez, ce sont des faits. Ce sont des faits. On me dit on vaccine en 3 mois, maintenant on dit machin, et maintenant on nous dit à l'automne avec un peu de chance. Il n'y a pas que l'industrie, on voit bien que ça n'est que maintenant qu'on mobilise. Les autotests, les tests salivaires, enfin, il y a François Monboisse. Mais c'est bloqué. On trouve les mots français classiques. Moi, je suis d'accord avec Mehdi sur la solitude du pouvoir, et je pense que le président gagnerait à être un peu humble, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire avec ce fichu virus. C'est quand même nouveau, et c'est vrai que le contraste avec Angela Merkel était saisissant. En plus, il y a Thierry Breton qui en rajoute dans l'arrogance. Je ne suis jamais trompé, c'est terrible. Enfin, en France, on s'excuse, il est lâché en place de grève s'il s'excuse. Il y a aussi la mentalité de ceux qui... Alors, laissez terminer François. D'accord. Et on retrouve les mots, mais ça vous avez raison, enfin, il y en a eu X française sur l'incapacité d'exécuter. Notre chef vaccin qui dit avec un sourire dès qu'il est nommé, vous savez, moi je ne suis pas un professionnel de la logistique. C'est ça qu'on lui demande. On ne lui demande pas d'être un ponte en vaccinologie, il y en a des tas. On lui demande d'organiser, et c'est pas un hasard s'il y a des pays qui ont mis les militaires, parce que les militaires savent faire en général la logistique. Les Anglais, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont pris une dame de 50 ans qui vient du monde de la finance. Pour être chef de vaccination. Avec une chef d'entreprise complètement hors du milieu médical d'ailleurs. C'est peut-être pas idiot. Quelqu'un qui est. C'est ce qu'on a. Ce qu'il faut faire, et après elle exécute. C'est elle qui a été chargée de déployer les vaccins. Et ça, on l'a pas bien fait. Et quand on voit le ministre aussi qui intervient dans la stratégie de vaccination de Cannes,
Oui. Terrible. Absolument. Le ministre ne va pas s'occuper des âges de vaccination des villes de 10 000 habitants en France. Enfin, il faut déléguer un peu. Oui, ça va dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives, et c'est ce que disait Sophie de Menton au début, il y a des initiatives d'entreprise, des initiatives locales aussi, et on leur dit, ah ben non, vous n'avez pas le droit, vous ne rentrez pas dans les clous. Il a dit, c'est complètement... là, on est dans l'administratif pur et simple. Je voudrais juste aussi commenter, parce que je suis complètement là-dedans en particulier. Dans les pharmacies, la semaine dernière, les pharmacies ont eu le droit de vacciner. Alors elles prenaient d'ailleurs... Elles décidaient, et c'était très bien comme ça. Elles ont averti leurs clientes qu'il y avait des vaccins. Puis elles ont dit, deuxième semaine, c'est les médecins. Ah bon? Parce que nous, on n'a pas reçu la dose. Deuxième semaine, c'est les médecins. Donc alors là, il faut prendre rendez-vous chez le médecin, y aller. Tout le monde est en train de se battre pour essayer d'avoir un certificat comme quoi on a un facteur de je sais pas quoi. On ne sait pas les doses qui vont être reçues. Personne ne gère ça. Et je crois que partout, si vous voulez, quand il y a un ordre qui est donné au sommet, cet ordre est contesté à peu près à tous les niveaux jusqu'au moment où ça arrive en bas. Et les écoles, pardonnez-moi pour les tests salivaires, on a commandé des tests salivaires dans les boîtes privées, on nous a demandé de les mettre en place parce que les malheureuses écoles qui n'ont pas, le personnel est absent, ils ont le Covid, n'avaient pas les moyens de faire les tests. Non. Bon, donc pourquoi est-ce que le test salivaire n'est pas fait? Pourquoi on n'a pas la réponse tout de suite? Parce que les labos ont eu des lobbyistes qui ont dit c'est nous qui dépouillons. Et donc c'est un labo qui dépouille. Mais comment pouvez-vous expliquer ça? Et en quoi, alors là je pose la question sérieusement, comment est-ce que le président de la République peut lutter contre ça? Alors, Jean-Claude, oui, pardonnez-moi, je vais vous dire une chose. Pourtant, je suis un grand démocrate. Pour autant, en situation de crise, à un moment donné, le consensus a ses limites. Je crois qu'à un moment donné, il faut que chacun soit face à ses responsabilités et que précisément ceux et celles qui ont pour mission d'exécuter commencent à fermer leur bouche et exécutent, parce que ça n'est pas que le personnel politique qui sera responsable le moment venu, ce sont aussi tous ces groupes qu'on ne voit pas parfois, qui sont des groupes de pression, chacun y va de sa phrase, chacun y va de son truc, sauf que ces gens-là ne sont pas responsables au regard devant nos concitoyens. Mais précisément, c'est là où il faut savoir dire ça suffit. C'est là où, quitte à ce que ce soit le président de la République qui dise très clairement les choses quand on donne. Non, mais vous savez qu'à un moment, je vais vous dire, parce qu'on est en débat. Je pense qu'à un moment donné, quand on dit, parce que tant que les gens restent cachés, on peut comme ça. À partir du moment où on nomme, à partir du moment où on pointe du doigt, et oui, il faut arriver là, parce que pendant ce temps, ce sont des milliers et des milliers de Français, des petits entrepreneurs, des gens comme chacun d'entre nous, des étudiants qui sont confinés, des gens qui ne sont pas bien. Cette situation perdure de manière considérable, excessive, et elle s'accroît. Donc on doit tout faire. À un moment donné, il faut arrêter. Surtout, Jean-Claude, moi je suis parfaitement d'accord. La seule chose, c'est que, Sophie, là où on a un profond désaccord, c'est que les choses n'ont pas démérité en bout de chaîne. La réalité, c'est que depuis le départ dans cette affaire, la question c'est qui a pris le job. C'est-à-dire que moi je suis désolé, mais enfin quand on accepte des responsabilités qui sont les plus hautes, eh bien on les assume. Et donc le sujet qu'on a, c'est qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et de raconter qu'on ne peut pas gérer la crise parce que soi-disant au fin fond de Soissons ou au fin fond de Tripouilly et Trois-Canards, un pharmacien a refusé de vacciner, mais c'était pas mon propos, a refusé de livrer. Ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir et un exécutif qui a surjoué, qui a montré les muscles et qui a surjoué le pouvoir central et la capacité à gérer les choses de Paris, et ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a un président de la République qui n'arrive pas à assumer une chose toute bête, qui est, là où tout le monde a confiné plus tôt, il continue à s'obstiner, à raconter qu'il pourra ne pas confiner. Et on sait très bien que ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, il va déjà être obligé de plier. Et donc, on a cette espèce de... Il y a quelques jours, là, avec la mort de Bertrand Tavernier, a été rediffusé Quai d'Orsay. Mais on a cet esprit Quai d'Orsay. Oui. C'est-à-dire de croire que des gens dans des palais dorés à Paris savent tout mieux que tout le monde, savent que tout mieux que tout le monde. Plus personne ne croit ça. 90% des Français pensent qu'ils sont incapables. Mais évidemment, et c'est une source très grave, à mon avis, de la crise démocratique. C'est que je crois que, malheureusement, 99% des gens dans notre pays savent très bien que ces gens-là sont incapables de gérer cette crise. Et eux sont persuadés qu'ils peuvent la gérer seuls et en montrant les muscles. Et on aboutit à la situation absurde dans laquelle on est aujourd'hui, où le président de la République ne veut pas dire juste une phrase. C'est pour cette raison. C'est de dire j'ai eu tort. Voilà.
C'est pour cette raison, de mon point de vue, il faut changer le logiciel à tous les niveaux. Oui. Il faut qu'il y ait une obligation de résultat des uns et des autres. Que ce soit le président, que ce soit le ministre, que ce soit le directeur général d'administration. Arrêtons avec ces trucs un peu... Mais comment vous faites concrètement ? Non, mais en droit, cela est possible. C'est simplement, on ne l'applique pas. Lorsque vous avez... Valérie, lorsque vous avez un directeur général d'administration qu'il ne vient pas au résultat, eh bien, vous le virez. C'est tout. Oui, mais là, en ce moment, exemple Comment ? Plus personne dans notre pays. Vous ne le virez pas, pourquoi ? Plus personne dans notre pays ne signe une autorisation. Non et non, parce qu'on ne veut pas le faire. Attendez, non. Je vais vous donner un exemple. Il faut une signature pour arriver à un truc. Personne ne veut signer. Par son statut. Personne ne veut signer. Attendez. Lorsque vous me dites personne ne veut signer, vous dites qu'en droit, vous ne pouvez pas déplacer un directeur d'administration centrale. C'est la question. Vous dites qu'en droit, je vais vous dire, je connais un tout petit peu le fonctionnement de l'administration. Les gens ne sont pas propriétaires de leur job, en tout cas sur les fonctions exécutives. Attendez, mais sûr que si. Attendez, Jean-Claude, moi je vais dire quelque chose qui va hérisser mes copains de gauche. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis pour la suppression du statut des fonctionnaires pour les très hauts emplois. Pour les très hauts emplois, c'est-à-dire que je considère que quelqu'un qui a un niveau de diplôme du niveau de l'ENA, il n'a pas besoin d'avoir un emploi à vie sauf évidemment s'il s'occupe de choses secret défense. Ça, c'est un autre sujet. Ils doivent être révocables ad nutum, comme un chef d'entreprise. C'est un emploi très régalien, mais c'est quand même un scandale que ces gens ne puissent pas être virés. C'est tout. Vous savez, Pédi, j'ai été maître de conf à l'ENA pendant 10 ans. Je vois un peu comment fonctionne l'administration. Les gens sont sur des fonctions sur lesquelles, certes, ils sont fonctionnaires à vie, mais il y a un dispositif qui permet de déplacer des fonctions lorsqu'on est sur des fonctions d'exécution. Vous n'êtes pas titulaire de du poste d'exécution. Mais se retrouver préfet hors cadre, ça n'a jamais fait peur à personne. François. Oh, mais c'est pas... Mais là, c'est pas... Sans la responsabilité... C'est pas les hauts fonctionnaires qui sont en cause, là, je pense. C'est le fait d'avoir mis à la tête de la mission quelqu'un qui n'était pas fait pour l'exécution. Donc un mauvais choix. Mais oui. Oui, c'est les ministres et le gouvernement là, bien sûr, qui ont décidé de donner une sommité médicale pour une campagne de vaccination. C'est pas ça qu'il fallait parce qu'on ne s'est peut-être pas préoccupé du caractère. On ne se dit pas, j'ai une obligation de résultat. Quelle est la personne qui est la plus apte à délivrer? C'est cette culture-là qu'il faut avoir. Délivrer. Le jour où vous vous dites, il faut, vous savez, lorsque vous cherchez un bon boulanger, vous ne vous demandez pas si le type a eu un prix. Vous vous dites, est-ce que c'est le meilleur, est-ce que ça sera bon ou pas? Mais vous leur avez appris ça, Léna? Ils n'ont pas bien compris. J'ai eu un certain nombre d'étudiants. Il fallait y rester. Hein. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres infos. Merci pour votre invitation. Très bonne journée, au revoir.